En suivant le son fragile d'un sanglot étouffé, Luc Morel, père et soldat tout juste revenu de l'armée, s'arrêta net, pétrifié. Ce qu'il découvrit alors hanta tout son être. À l'intérieur d'un conteneur à ordures, à peine visible sous le couvercle entrouvert, se tenait sa fille Élise. Tremblante. Sale. Égarée. Ses petites mains s'accrochaient au plastique souillé, son visage était couvert de boue, de poussière, de larmes séchées. Mais ce n'était pas cette vision déchirante qui allait bouleverser tout le village de Saint-Clair-sur-l'Axe. C'était ce qu'elle cachait. La vérité, crue, nue, effrayante. Ce jour-là, la lumière de début d'après-midi se perdait lentement dans une brume poussiéreuse qui s'élevait comme un voile au-dessus des rues pavées. Le vent d'automne faisait craquer les feuilles d'érable sur l'avenue Belleval, traçant des arabesques rougeoyantes sur les trottoirs abandonnés. Le ciel hésitait, ni tout à fait clair, ni franchement couvert. Il flottait cette pénombre tiède, suspendue, propre au mi-octobre où les souvenirs reviennent vous mordre sans prévenir. Luc marchait d'un pas lent vers la maison numéro 42. Son sac de toile pendait sur son épaule, la sangle usée glissant entre ses doigts calleux. Chaque pas faisait résonner ses bottes militaires sur le béton froid du porche. Il portait encore son uniforme, celui qu'il n'avait jamais vraiment quitté, celui qu'il avait tant haï et tant chéri, celui qu'il portait lorsqu'il pensait à elle. Son dos était voûté, non pas par l'âge, mais par le poids invisible des absences et des silences. Tout semblait pourtant à sa place. Les fenêtres étaient identiques. Le portail de fer n'avait pas changé. Le vieux carillon tournait encore doucement sous l'avant-toit. Mais quelque chose avait disparu. L'âme du foyer. Ce souffle familier qui faisait jadis vibrer chaque recoin de cette maison. Maintenant, tout était immobile, et dans cette immobilité, une absence criante. La porte était entr'ouverte. Il frappa une fois. 2 fois. Puis entra. Le salon était propre, rangé, presque trop. Une odeur de désinfectant flottait dans l'air, froide et impersonnelle. Le canapé marron était à la même place. Le meuble télé, impeccable. Même le vase en plastique conservait sa fausse teinte jaune. Mais rien, absolument rien, ne trahissait la présence d'un enfant. Aucun soulier jeté dans l'entrée. Aucune veste rose oubliée sur une chaise. Aucun dessin griffonné sur le frigo. Élise n'avait pas seulement disparu. Elle avait été effacée. Luc posa son sac contre le mur. Il n'eut pas le temps d'enlever sa veste. Des pas légers se firent entendre depuis la cuisine. Juliette Lemoine apparut, les mains encore humides. Ses cheveux ondulés tombaient en cascade sur ses épaules. Elle portait une robe bleue à manches courtes, du rouge à lèvres orange d'eau. Elle semblait presque étrangère dans ce décor. « Tu es déjà rentré ? Pourquoi tu n'as pas prévenu ?» dit-elle, un sourire discret sur les lèvres. Mais Luc ne répondit pas à la politesse. Sa voix claqua, tranchante. « Où est Élise ?» Juliette marqua un arrêt. Puis, comme pour banaliser la chose, elle tira une chaise, s'assit lentement. « Elle est chez ma cousine. Ces derniers temps, elle est infernale. J'en peux plus. Tu sais bien que je ne suis pas faite pour ça. » Luc fronça les sourcils. Il enleva lentement ses bottes, la fixant toujours. « Quelle cousine ?» Maritza. Elle vit à Saint-Géronimo-de-Monte. C'est juste pour quelques jours. Un peu de distance ne peut que nous faire du bien. Elle soupira, appuya ses coudes sur ses genoux. Je te l'ai dit, non ? Je t'enverrai son numéro tout à l'heure. Un silence pesant tomba sur la maison. Même les sons extérieurs semblaient s'être tus. L'horloge murale marquait le temps dans une lente mécanique presque sinistre. Luc se leva, alla vers la fenêtre. La balançoire qu'il avait construite n'était plus là. À sa place, un gazon parfaitement taillé, trop net pour être vrai. La lumière du jour déclinait rapidement. Un violet diffus baignait les murs. Luc sortit une photo de son sac. Il l'essuya avec soin. Sur le cliché, il souriait, en uniforme. Élise, alors toute petite, était perchée sur ses épaules. Ses joues étaient roses, ses yeux pétillaient. Elle tenait une fleur dessinée au crayon de cire. Il se demanda combien elle avait grandi. Portait-elle encore sa barrette bleue en forme de papillon ? Celle que sa mère lui avait offerte un Noël lointain ? Juliette s'était enfermée dans sa chambre. Le silence s'épaississait. Luc n'alluma pas la lumière. Il resta près de la fenêtre,
tenant la photo. Le regard perdu dans la nuit qui avalait le jardin. Élise ne partait jamais sans laisser de mots. Elle ne quittait jamais la maison sans Benny, son ours en peluche élimé. Elle ne disparaissait pas. Pas comme ça. Pas sans un signe. Alors il ressentit quelque chose de plus fort que la peur. Un froid militaire. Celui qu'on ressent dans le désert, quand on monte la garde et que chaque bruit peut être un piège. Un instinct. Un pressentiment glacial. Il appuya son front contre la vitre. Le village sombrait dans l'obscurité. Mais en lui, une vérité montait, il était revenu, oui. Mais rien n'était comme avant. Et sa fille n'était pas à Saint-Géronimo. Chaque village a son heure sacrée. Celle où tout s'arrête. Où même le vent semble retenir son souffle. À Saint-Clair, cette heure arrivait quand les nuages s'accrochaient encore au toit et que la rosée dessinait des reflets sur les pierres anciennes. Luc se trouvait dans la cuisine. La bouilloire sifflait, mais il ne bougeait pas. Le silence ne venait pas du manque de son, mais des mots non dits, depuis trop longtemps. Sur le frigo, un dessin d'Élise était encore là. Un cœur maladroit, crayonné en rouge. Il effleura le papier, comme on touche une cicatrice qui ne guérit jamais. Puis il remit son uniforme, attrapa son sac et quitta la maison. Le ciel était encore sombre. Ses bottes ne faisaient pas de bruit. Seules les feuilles mortes murmuraient sous ses pas. Comme s'il marchait sur des secrets piétinés, jamais ramassés. Les maisons le long de la rue avaient toutes leurs volets clos. L'air sentait le bois brûlé, les pâtes de riz, la pluie d'hier. Luc marchait, lentement. Mais son regard fouillait. Il cherchait des traces. Des miettes. Des indices. Il atteignit le marché de Gros, à l'est du village. Là où les habitants se retrouvaient. Les stands s'élevaient déjà. Les marchandises fraîches portaient encore la rosée. Luc? C'est bien toi? Monsieur Jean, le vieux boulanger, s'essuyait les mains sur son tablier. Ses yeux trahissaient une hésitation. Bonjour, monsieur Jean. Votre four sent toujours aussi bon? Le vieil homme esquissa un sourire triste. Oui, mais il n'y a plus personne pour attendre les petits pains. Luc sentit un frisson. Vous voulez dire qu'Élise ne passe plus? Jean hocha la tête. Depuis Noël. Avant, elle venait chaque semaine. Elle attendait là, avec son petit sac en toile. Elle souriait. Toujours. Surtout quand je lui glissais une brioche en plus. Luc ne répondit pas. Il regardait le sol. L'endroit où elle se tenait. Comme si la poussière pouvait parler. Comme si le vide hurlait. Il serra les poings. Il comprit. Sa fille n'avait pas fugué. Sa fille n'était pas partie. Elle avait disparu. Et tout le monde avait continué sa vie. Comme si de rien n'était. Mais Luc, lui, ne continuerait pas. Pas tant qu'il ne saurait pas. Pas tant qu'il n'aurait pas regardé dans chaque recoin, frappé à chaque porte, retourné chaque silence. Car un père revenu de guerre peut encaisser bien des choses. Mais pas de perdre sa fille. Pas sans se battre. Pas sans vérité. Et dans le lointain, un sanglot. Peut-être celui qu'il avait entendu. Peut-être un autre. Mais cette fois, il le suivit. Parce qu'il savait désormais que la guerre n'était pas finie. Elle venait juste de commencer. Elle demandait toujours une part de plus. Pas pour elle. Pour son ami invisible, disait-elle. Je me souviens de cette scène comme si elle venait de se jouer sous mes yeux. Luc serra les poings. Quelqu'un a demandé après elle, demanda-t-il, la gorge serrée. Le vieil homme secoua lentement la tête. Non, tout le monde a cru qu'elle était partie avec sa mère, chez ses grands-parents. Personne ne s'est vraiment inquiété. Une voix s'éleva du stand de légumes, rauque et hésitante. J'ai entendu un pleur. Il y a 2 nuits. Derrière l'ancienne boulangerie, près de la décharge municipale. Luc se retourna aussitôt. C'était Monsieur Éloi, le plus ancien balayeur du village. Il était encore couvert de poussière et reposait sur un sac de jute usé. Vous en êtes sûr? Demanda Luc avec une intensité soudaine. Non, je ne peux pas l'être. Mais ce n'était pas un chat. Ce cri, ce n'était pas un animal. C'était une plainte, une de celles qu'on n'oublie pas. Comme un enfant qui appelle, et personne ne répond. Un vent fort se leva dans les allées du marché,
soulevant de vieux journaux abandonnés qui voltigeaient comme des fantômes du quotidien. Luc ne dit plus un mot. Il fit demi-tour, pressant le pas, comme poussé par cette rafale qui semblait lui chuchoter de courir. Tout prenait une teinte différente. Terrifiante. Un vélo couché de travers sous un arbre, une flaque en forme de petit soulier, des sandales roses coincées dans une clôture rouillée. Des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant lui hurlaient à présent une vérité qu'il n'avait pas su voir. Le chemin vers l'ancienne usine était depuis longtemps oublié, avalé par les ronces et les herbes folles. Les murs étaient fissurés, couverts de graffitis effacés. Personne ne s'y rendait, sauf ceux qui n'avaient plus de place ailleurs. Le vent s'engouffrait entre les poubelles, faisant claquer les couvercles comme un cadenas forcé. Luc s'arrêta. Quelque chose vibrait dans l'air. Un bruit? Un instinct? Il ne savait pas. Mais il comprit qu'il devait écouter. Au fond de l'impasse, là où la lumière des lampadaires ne parvenait plus, un son s'éleva. Un sanglot, ténu, presque imperceptible, semblable au bruissement d'une feuille tombant sur une flaque, mais assez puissant pour lui glacer le sang. Son sac tomba à terre. Il courut. Instinctivement. L'odeur d'humidité, de déchets pourris, le frappa en plein visage. Mais il ne recula pas. Elle était là. Recroquevillée dans la benne à ordures. Les cheveux collés par la boue, le visage et les vêtements maculés comme si quelqu'un l'avait peinte de l'armée de terre. Ses petites mains agrippaient le rebord en plastique sale, son visage bleui par le froid et la peur. Ses yeux s'ouvrirent lentement, hébétés. Elle cligna comme pour vérifier si celui qui se tenait devant elle était bien réel. « Papa, j'ai froid, j'ai faim. » Elle ne l'avait pas dit à haute voix. Mais Luc l'avait entendu. Comme une lame transperçant son cœur. Il ne cria pas. Ne pleura pas. Il se pencha, la souleva, et la serra contre lui avec une force désespérée. Comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il relâchait la moindre pression. Le corps de la fillette était si léger. Comme si elle avait survécu toutes ces nuits uniquement par la force de ses pleurs. Chaque pas qu'il fit pour quitter cette impasse humide fut une victoire contre la peur. Il ne regarda personne. Peu lui importait qu'il observait. Mais tout autour de lui, les regards se posaient, le fleuriste, le cireur de chaussures au coin, la boulangère, tous en silence. Un silence qui ne venait pas d'un manque de mots, mais d'une vérité trop lourde pour être dite. Une voix résonna dans l'esprit de Luc. Celle d'un vieux frère d'armes. On peut survivre à la guerre, mais on ne revient jamais intact. Il comprenait, maintenant. Toutes les batailles ne se livrent pas à coups de balles. Cette benne, aujourd'hui, contenait plus que des déchets, elle renfermait l'échec d'une famille, l'indifférence d'un village, et la souffrance d'une fillette qui ne savait même pas encore ce que signifie se sentir en sécurité. Luc ne savait pas ce qu'il ferait après. Mais une chose était certaine, à partir de ce jour, chaque décision commencerait par cette seule question. Comment faire pour que ma fille n'ait plus jamais peur de m'appeler papa? Une nappe de brouillard pâle rampait lentement sur les vitres anciennes de la clinique de Saint-Clair-sur-Lac, effaçant le monde extérieur d'une grisaille épaisse. Les arbres ployaient sous la pluie, comme s'ils partageaient aussi la douleur de cette nuit. Aucune voix, aucun klaxon, seulement le bruit de pas mouillés sur le carrelage froid. Et la respiration haletante d'un homme portant dans ses bras ce qu'il avait de plus précieux désormais, une petite âme glacée, couverte de boue. Luc poussa les portes de l'hôpital. Le vent s'engouffra, soulevant quelques feuilles d'ordonnance sous le comptoir. Les patients tournèrent la tête, figés. Le visage trempé, le regard fou de désespoir, tous comprirent. Cette douleur n'avait pas besoin d'explication. L'infirmière Rosalia fut la première à réagir. Elle désigna la salle d'urgence et cria. « Préparez le lit numéro 3. Cas critique. » Elle pâlit en voyant la fillette. « Mon Dieu, c'est une enfant. » Une femme d'une quarantaine d'années apparut dans le couloir. Blouse trempée, cheveux tirés. Pas de regard froid, ni de sentimentalisme excessif. Juste des yeux déterminés. « Je suis la docteure Claire Valois. » Elle fit un signe rapide. « Emmenez-la tout de suite. » Élise fut posée délicatement sur un petit brancard. Ses cheveux emmêlés, sa peau violacée par les bleus, ses vêtements déchirés. Dans sa main, elle tenait encore une vieille barrette. Luc restait à côté, incapable de parler. Ses mains tremblaient. Était-ce le froid? La rage? Ou son cœur qui se brisait?
La docteure dégrafa doucement les couches de vêtements. Des ecchymoses. Des brûlures anciennes. Des blessures mal refermées. Elle a été battue. Pas une fois. Pas récemment seulement. Depuis longtemps. Et jamais soignée. Rosalia prit la main de Luc. Il y avait des rumeurs. Mais personne n'était sûr, alors, rien n'a été fait. Luc serra les poings. Son visage était figé. Ses yeux, eux, étaient devenus sombres, calmes, profonds comme une nuit sans lune. Personne n'a rien signalé, dit-il. Ce n'était pas une question. C'était la constatation du pire. Avec qui vivait-elle, demanda la docteure. Avec ma belle-mère, répondit-il d'une voix étranglée. J'étais en mission depuis plus d'1 an, elle avait promis de s'en occuper. Il s'assit près du brancard. La tête basse. Face à sa fille. Élise, c'est papa. Tu peux me dire tout. Plus jamais personne ne te fera de mal. La fillette le regarda. Plus de panique, mais toujours cette vigilance douloureuse. Ses lèvres bougèrent. Papa, elle m'enfermait dans le débarras, il faisait froid, je pleurais, elle me frappait, avec un câble. Luc sentit la lame tourner dans sa poitrine. Il ne cria pas. Il posa une main sur son cœur, puis la serra contre lui. C'est fini, ma chérie, papa est là. Élise s'accrocha à son cou. La barrette tomba sur le drap, révélant un petit papier plié. Et avec lui, tout ce que personne n'avait voulu lire. Avec une délicatesse presque sacrée, Claire ramassa le petit carnet froissé tombé du lit et l'ouvrit, les doigts tremblants. À l'intérieur, une seule phrase, tracée maladroitement en lettres bleues d'enfant. J'aime ma maman et mon papa. Je suis une gentille princesse. Luc ne put se retenir davantage. Les digues qu'il avait érigées en lui, renforcées par des années de discipline militaire, cédèrent d'un coup. Les larmes jaillirent, silencieuses mais puissantes, roulant sur ses joues burinées pour venir s'écraser sur le visage paisible de sa fille, encore inconsciente. Cet homme qui avait traversé les pires zones de combat, entendu les balles siffler à quelques centimètres de ses tempes, se brisait maintenant sans un mot au bord d'un lit d'hôpital, pleurant comme un petit garçon égaré. 1 heure plus tard, Claire sortit de la chambre, le dossier médical serré contre elle. Elle marcha lentement, comme lestée par le poids de vérités douloureuses, jusqu'au poste des infirmières. Rosalia l'attendait déjà. Le couloir baignait dans un silence presque irréel, seulement rythmé par le tic-tac sec de l'horloge murale. Rosalia, murmura Claire, le regard perdu. Tu te souviens de cette femme, venue il y a quelques semaines pour demander un acte de disparition d'un enfant? Rosalia hocha la tête, troublée. Oui. Elle s'appelait Juliette. Juliette Lemoine. Elle n'avait aucun papier prouvant un lien de parenté. J'ai refusé. Mais sa manière de poser des questions. C'était étrange. Comme si elle préparait quelque chose de louche. Rosalia frissonna. Tu crois qu'elle est impliquée? Claire secoua lentement la tête. Personne ne demande ce genre de document sans une intention derrière. Et cette femme, elle ne ressemblait pas à une mère désespérée. Il y avait dans ses yeux autre chose, une stratégie, une froideur calculée. À ce moment-là, Luc entra. Son visage était encore marqué par les larmes, mais il n'avait pas l'air vaincu. Il n'avait pas besoin de poser de questions, il avait tout entendu. Il inclina simplement la tête, en silence, comme pour signifier qu'il savait. Et qu'il ne fuirait plus. Je ne suis pas revenu juste pour serrer ma fille dans mes bras, dit-il d'une voix basse, grave, vibrante comme la terre après la pluie. Je suis revenu pour reprendre tout ce qu'on lui a volé. Certaines blessures n'ont pas besoin de sang pour faire mal, ni de cris pour être cruels. Parfois, un simple regard suffit à faire plier le monde. Et cet enfant, cette petite fille, n'avait survécu ni grâce aux lois ni aux institutions, mais grâce à une foi presque surnaturelle, la certitude qu'un jour, quelqu'un reviendrait pour elle. Le ciel s'était assombri, recouvert d'un voile gris, épais comme de la cendre. Le chemin de terre rouge serpentait entre des arbres presque dénudés, leurs feuilles tombant en grappes éparses, comme des souvenirs éparpillés d'un passé trop vite effacé. Luc Morel ne jeta pas un seul regard dans le rétroviseur. Il savait que derrière lui, il ne restait plus rien à quoi se raccrocher. Le vieux camion, poussif mais fidèle, avançait lentement en direction du sud, vers cette maison nichée entre des buissons d'hibiscus sauvages. Chaque brique, chaque planche de cette bâtisse racontait l'histoire de son sacrifice,
après sa première formation militaire. À l'époque, il n'avait rien. Juste ses mains calleuses et un rêve, bâtir un foyer pour lui et sa fille. Mais en franchissant le portail, il comprit que ce foyer n'était plus qu'un décor vidé de sens. La porte blanche était impeccable. Trop impeccable. Les marches ne portaient aucune trace d'enfant, aucun jouet oublié. Même les rideaux semblaient trop droits, trop figés. Il entra. Pas de « papa » criait depuis la cuisine. Pas d'odeur de pain légèrement brûlé. Pas de vie. Juste un silence étouffant, clinique. Tout avait été nettoyé. Trop bien nettoyé. Il traversa le couloir, s'arrêta devant son ancien bureau. Chaque carrelage, chaque odeur lui rappelait le passé, mais quelque chose avait changé. Il tourna la poignée. Verrouillée. La serrure avait été changée. Il soupira, puis sortit une clé poussiéreuse d'une vieille poche intérieure. Des années auparavant, Juliette s'était moquée de lui pour avoir caché un double derrière un pot de fleurs. On dirait un éclaireur de l'armée, plaisantait-elle. Aujourd'hui, cette habitude d'ancien soldat lui sauvait la mise. Il entra. La poussière s'était déposée sur les meubles. Juliette n'y venait jamais. Il alluma la lumière. Sur le bureau, des documents étaient empilés avec une minutie suspecte. Il n'avait même pas besoin de s'asseoir. Ses yeux se posèrent sur le premier feuillet, certificat de décès au Luc Morel. Info. Incomplet. Sans tampon du ministère de la Défense. Mais assez convaincant pour geler le sang dans ses veines. Suivait une procuration signée, transférant ses biens à Juliette Lemoine Morel. Et enfin, une demande d'admission d'un mineur dans un centre à Manenuevo. Ce nom lui glaça le dos. Cette institution avait déjà fait l'objet de scandales pour trafic d'enfants sous couvert d'aide sociale. En bas de la page, un nom, Élise Morel. Sa fille. Luc chancela. Ces papiers n'étaient pas de simples formalités, c'étaient des armes. Forgées non pas en acier, mais en encré en tampon. Il ne pleura pas. Pas cette fois. Parfois, les larmes sont un luxe qu'un soldat n'a plus les moyens de s'offrir. Il sortit précipitamment, les documents sous le bras. Le soleil était encore haut, mais en lui, tout s'était assombri. Le camion s'arrêta devant un vieux garage, au croisement de Huerta et Arriaga. Le panneau, fermé, pendait à la porte, mais les lumières étaient encore allumées. À l'intérieur, un homme massif aux cheveux poivre et sel nettoyait des pièces de moteur. Henri. Lança Luc. L'homme se retourna. Son regard brilla sous la lumière jaune. Luc Morel ? J'ai cru que tu m'avais oublié. Luc ne répondit pas. Il posa le dossier sur la table. Regarde ça. Henri feuilleta. Son visage se durcit. Un faux acte de décès, une procuration, Manenuevo. Maudit soit ce nom. Il resta silencieux un moment, puis murmura. Juliette Lemoine. Ce n'est pas son vrai nom. Elle a déjà utilisé le nom de Clarisse Delonne. Elle avait épousé un entrepreneur à la danse. 3 semaines plus tard, l'homme s'est suicidé. Aucune preuve, mais j'ai gardé une copie du dossier. L'instinct des éclaireurs ne ment jamais. Il revint avec une grande enveloppe. Luc l'ouvrit. Une photo d'une fête luxueuse. Juliette ou Clarisse y souriait, une coupe à la main, dans une robe de soie. Ce regard, c'était le même qui dormait à ses côtés, chaque nuit. Elle a changé de nom au moins 3 fois, dit Henri. Et chaque fois, un homme disparaît. Luc ferma les yeux. Et maintenant, c'est mon tour ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Luc ne répondit pas tout de suite. Ses mains se crispèrent sur les papiers. Cet enfant n'est pas une marchandise. Je ne la laisserai pas être rejetée. Pas encore. Henri posa une main lourde sur son épaule. Si tu as besoin d'aide. J'ai encore une arme dans le tiroir. Et je sais encore viser. Luc hocha la tête. Parfois, les survivants d'une guerre ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui ont encore une raison de se battre. Et lui, il en avait une. Une seule. Mais elle suffisait. Simuler, oui. Mais jamais auparavant il n'avait ressenti un tel poids lui écraser la poitrine. Luc Morel se tenait assis en face de Delma, le notaire. Ses épaules autrefois tendues lors de leur première retrouvaille s'étaient relâchées. Mais dans son regard,
quelque chose de farouche subsistait et une lumière inaltérable, la même que Delma avait vue jadis dans les yeux du père de Luc. Un homme droit, façonné par le devoir, jamais par l'ambition. Un homme de principe. Delma feuilleta lentement les pages du dossier. Il passa 3 fois sur le même paragraphe, son regard assombri. Finalement, il reposa son stylo avec une lenteur pesante. Juliette ne cherche pas seulement à s'approprier l'héritage, Luc. Elle tente d'effacer ton existence légale de ce monde. Si elle y parvient, elle pourra vendre les terrains, les actions, tout. Sans jamais rendre de compte à personne. Luc ne répondit pas. Le silence s'installa, dense, presque étouffant. On entendait même le sifflement du vent s'infiltrant par la fenêtre fendue derrière lui. « J'ai besoin de votre aide », murmura-t-il enfin, à peine audible. « Je veux lui tendre un piège. Je vais simuler une disparition. Elle baissera la garde et montrera son vrai visage. » Delma s'adossa à son fauteuil, joignit les doigts sur son ventre et plissa les yeux. Il ne posa pas de questions. Parfois, la vérité n'est clos que lorsqu'on cède la place à la ruse. « Très bien, dit-il. Je vais rédiger un communiqué officiel du ministère de la Justice. Tu y renonceras officiellement à tes biens, sous prétexte de stress post-traumatique lié à ton service militaire. » Il y eut un hochement de tête. Delma savait qu'elle ne résisterait pas à une telle occasion. Un après-midi de pluie, les fils d'argent ruisselant sur les toits rouges de la périphérie, Luc attendait dans sa camionnette, le téléphone en main. Il composa le numéro de Juliette. Haut-parleur activé. Delma, dissimulée dans l'ombre, enregistrait chaque mot. Je retourne à l'unité. Je suis perdu, Juliette. La maison, les biens. Prends tout. Je ne veux plus m'en occuper. Un silence suspendu, puis la voix de Juliette, douce comme du velours, presque maternelle. On aurait eu du mal à croire que cette même voix avait déjà hurlé des injures à une fillette sans défense. Tu devrais te reposer, souffla-t-elle. Laisse-moi tout gérer. Luc se laissa tomber sur son siège. Pour la première fois depuis des années, il se sentit maître d'une partie d'échecs où la mise n'était autre que la mémoire de sa fille. Celle qu'il avait bercée chaque soir, quand elle n'était qu'un petit ange en pyjama rose. 3 jours plus tard, dans le bureau feutré du notaire Delma, célèbre pour avoir su faciliter les démarches les plus troubles de Saint-Clair sur l'ACC, une visiteuse tout à fait spéciale fit son entrée. Juliette. Manteau crème, cheveux savamment tirés en chignon, lèvres d'un rouge discret. Elle dégageait une sérénité arrogante, comme si elle s'apprêtait à acheter un collier dans une boutique de luxe. « J'ai besoin de faire authentifier quelques documents », annonça-t-elle avec légèreté. « Voici le certificat de décès et la procuration. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une microcaméra, savamment dissimulée derrière un pot de cactus, enregistrait tout. Chaque mot. Chaque geste. En direct, Henri Marchand, ancien agent du renseignement, et son équipe prenaient des notes avec minutie. Elle sortit un document. Une signature, celle de Luc. Une imitation si parfaite qu'elle en trahissait l'habitude. Elle a l'habitude, souffla Henri à son collègue. Ce n'est pas sa première fois. À près de 900 km de là, Élise Morel se trouvait au Refugère, un lieu discret financé par Delma. Pas de clôture, pas de gardes armés. Juste une maison en briques rouges, 2 étages, un jardin semé de marguerites, des bancs à l'ombre d'un guamuchil. Le premier jour, Élise resta muette. Les autres enfants jouaient, se disputaient, dessinaient. Mais elle ne participait pas. Trop de brisures. Trop de souvenirs de cette femme Juliette qu'on lui avait imposée comme mère. Pendant le dîner, une fillette vive et curieuse s'assit à côté d'elle. Isabella. 10 ans. Un sourire espiègle, mais des yeux qui savaient. Moi aussi j'avais peur de manger, dit-elle. Une fois, j'ai tout avalé d'un coup. J'étais juste en retard. J'ai cru qu'on allait me punir. Élise ne répondit pas. Mais quand elle apprit que Juliette avait aussi tenté d'adopter Isabella, quelque chose se brisa en elle. Elle n'était pas seule. Le soir même, dans sa petite chambre rose pâle, éclairée par une veilleuse en forme d'étoile, Élise connecta les morceaux. Et si Juliette n'était pas seulement cruelle? Et si elle faisait partie de quelque chose de plus large? Un filet de manipulation, de contrôle, de prédation légale. Dans son bureau, Delma analysait les enregistrements. Il tapota le dossier du bout des doigts.
Chaque renard a ses habitudes, murmura-t-il. Mais seuls les vieux savent où est la sortie. Luc le savait aussi. Le piège se refermait. Mais il n'était pas là pour se venger. Il voulait la vérité. Pour Élise. Pour qu'elle puisse grandir sans la peur. Pour qu'elle comprenne que la justice existe. Qu'elle n'est pas un luxe réservé aux puissants. Le soleil de midi baignait les rues pavées du vieux quartier. Les façades craquelaient, les yacaras figés, et les pâtisseries closes depuis des mois donnaient au décor un air figé dans le temps. Devant l'ancienne étude notariale, une voiture noire s'arrêta. Talons rouges foncés sur les marches, sac en cuir brillant, lunettes noires. Juliette Lemoine descendit, sûre d'elle. Elle était prête à récolter le fruit de sa machination. À l'intérieur, le notaire Édouard Martel feuilletait des documents. L'air sentait le vieux papier, le café rassis, et le mensonge discret. « C'est une procuration de mon mari », chuchota Juliette en posant un épais dossier. « Il est loin. Je veux finaliser le transfert. » Rapidement. Le notaire hocha la tête. Habitué à ce genre d'affaires et disparitions, épouse informée, urgence suspecte, il tendit la main. « On y est presque », chuchota TL à un agent immobilier à ses côtés. « Je vends la maison, et je quitte enfin ce trou. Mes clients ont préparé la compte, confirma le jeune homme. Ils ont adoré le jardin. Il ne manque que votre signature. Juliette rit doucement. Alors finissons-en. Mais à ce moment précis, la lourde porte de bois grinça. Une dissonance glaciale dans une pièce figée. Tous les regards se tournèrent. Luc Morel entra. Grand. Droit. Son uniforme terni par le temps. Dans sa main, un dossier. Sur son visage, aucun tremblement. Il balaya la pièce du regard et s'arrêta sur Juliette. Elle pâlit. Comme une statue de cire fondant sous la lumière crue de l'été. « Qu'est-ce que tu fais ici » balbutia-t-elle. « Tu pensais que je ne reviendrais pas ? Tu croyais que je te laisserais tout gérer, même tuer ma fille et voler ce qui lui appartenait ? Tu ne comprends pas, se défendit Juliette. Elle était rebelle. Un fardeau ? Le jeune agent immobilier tenta de se lever. Fuir. Trop tard. Deux hommes en civil bloquaient déjà la porte. Henri Marchand s'avança. Madame Lemoine, au nom du ministère de la Justice, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, tentative d'escroquerie successorale et mise en danger d'une mineure. Le masque de Juliette tomba enfin. Plus de maquillage, plus de vernis. Juste la panique nue. Et derrière elle, le dossier. Les preuves. Les enregistrements. La vérité. Luc se tourna vers le notaire, puis vers l'agent immobilier. Plus personne ne prendra un centime sur le dos de ma fille. Et pour la première fois, il sentit que les chaînes de l'impuissance venaient de se briser. Simulé, oui. Mais jamais auparavant il n'avait ressenti un tel poids lui écraser la poitrine. Luc Morel se tenait assis en face de Delma, le notaire. Ses épaules autrefois tendues lors de leur première retrouvaille s'étaient relâchées. Mais dans son regard, quelque chose de farouche subsistait et une lumière inaltérable, la même que Delma avait vue jadis dans les yeux du père de Luc. Un homme droit, façonné par le devoir, jamais par l'ambition. Un homme de principe. Delma feuilleta lentement les pages du dossier. Il passa 3 fois sur le même paragraphe, son regard assombri. Finalement, il reposa son stylo avec une lenteur pesante. Juliette ne cherche pas seulement à s'approprier l'héritage, Luc. Elle tente d'effacer ton existence légale de ce monde. Si elle y parvient, elle pourra vendre les terrains, les actions, tout. Sans jamais rendre de compte à personne. Luc ne répondit pas. Le silence s'installa, dense, presque étouffant. On entendait même le sifflement du vent s'infiltrant par la fenêtre fendue derrière lui. « J'ai besoin de votre aide », murmura-t-il enfin, à peine audible. « Je veux lui tendre un piège. Je vais simuler une disparition. Elle baissera la garde et montrera son vrai visage. » Delma s'adossa à son fauteuil, joignit les doigts sur son ventre et plissa les yeux. Il ne posa pas de questions. Parfois, la vérité n'est clos que lorsqu'on cède la place à la ruse. Très bien, dit-il. Je vais rédiger un communiqué officiel du ministère de la Justice. Tu y renonceras officiellement à tes biens, sous prétexte de stress post-traumatique lié à ton service militaire. Il y eut un hochement de tête.
Delma savait qu'elle ne résisterait pas à une telle occasion. Un après-midi de pluie, les fils d'argent ruisselant sur les toits rouges de la périphérie, Luc attendait dans sa camionnette, le téléphone en main. Il composa le numéro de Juliette. Haut-parleur activé. Delma, dissimulée dans l'ombre, enregistrait chaque mot. Je retourne à l'unité. Je suis perdu, Juliette. La maison, les biens. Prends tout. Je ne veux plus m'en occuper. Un silence suspendu, puis la voix de Juliette, douce comme du velours, presque maternelle. On aurait eu du mal à croire que cette même voix avait déjà hurlé des injures à une fillette sans défense. Tu devrais te reposer, souffla-t-elle. Laisse-moi tout gérer. Luc se laissa tomber sur son siège. Pour la première fois depuis des années, il se sentit maître d'une partie d'échecs où la mise n'était autre que la mémoire de sa fille. Celle qu'il avait bercée chaque soir, quand elle n'était qu'un petit ange en pyjama rose. 3 jours plus tard, dans le bureau feutré du notaire Delma, célèbre pour avoir su faciliter les démarches les plus troubles de Saint-Clair sur la CC, une visiteuse tout à fait spéciale fit son entrée. Juliette. Manteau crème, cheveux savamment tirés en chignon, lèvres d'un rouge discret. Elle dégageait une sérénité arrogante, comme si elle s'apprêtait à acheter un collier dans une boutique de luxe. J'ai besoin de faire authentifier quelques documents, annonça-t-elle avec légèreté. Voici le certificat de décès et la procuration. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une microcaméra, savamment dissimulée derrière un pot de cactus, enregistrait tout. Chaque mot. Chaque geste. En direct, Henri Marchand, ancien agent du renseignement, et son équipe prenaient des notes avec minutie. Elle sortit un document. Une signature, celle de Luc. Une imitation si parfaite qu'elle en trahissait l'habitude. Elle a l'habitude, souffla Henri à son collègue. Ce n'est pas sa première fois. À près de 900 km de là, Élise Morel se trouvait au Refugère, un lieu discret financé par Delma. Pas de clôture, pas de gardes armés. Juste une maison en briques rouges, 2 étages, un jardin semé de marguerites, des bancs à l'ombre d'un guamuchil. Le premier jour, Élise resta muette. Les autres enfants jouaient, se disputaient, dessinaient. Mais elle ne participait pas. Trop de brisures. Trop de souvenirs de cette femme Juliette qu'on lui avait imposée comme mère. Pendant le dîner, une fillette vive et curieuse s'assit à côté d'elle. Isabella. 10 ans. Un sourire espiègle, mais des yeux qui savaient. Moi aussi j'avais peur de manger, dit-elle. Une fois, j'ai tout avalé d'un coup. J'étais juste en retard. J'ai cru qu'on allait me punir. Élise ne répondit pas. Mais quand elle apprit que Juliette avait aussi tenté d'adopter Isabella, quelque chose se brisa en elle. Elle n'était pas seule. Le soir même, dans sa petite chambre rose pâle, éclairée par une veilleuse en forme d'étoile, Élise connecta les morceaux. Et si Juliette n'était pas seulement cruelle? Et si elle faisait partie de quelque chose de plus large? Un filet de manipulation, de contrôle, de prédation légale. Dans son bureau, Delma analysait les enregistrements. Il tapota le dossier du bout des doigts. Chaque renard a ses habitudes, murmura-t-il. Mais seuls les vieux savent où est la sortie. Luc le savait aussi. Le piège se refermait. Mais il n'était pas là pour se venger. Il voulait la vérité. Pour Élise. Pour qu'elle puisse grandir sans la peur. Pour qu'elle comprenne que la justice existe. Qu'elle n'est pas un luxe réservé aux puissants. Le soleil de midi baignait les rues pavées du vieux quartier. Les façades craquelaient, les yacaras figés, et les pâtisseries closes depuis des mois donnaient au décor un air figé dans le temps. Devant l'ancienne étude notariale, une voiture noire s'arrêta. Talons rouges foncés sur les marches, sac en cuir brillant, lunettes noires. Juliette Lemoine descendit, sûre d'elle. Elle était prête à récolter le fruit de sa machination. À l'intérieur, le notaire Édouard Martel feuilletait des documents. L'air sentait le vieux papier, le café rassis, et le mensonge discret. C'est une procuration de mon mari, chuchota Juliette en posant un épais dossier. Il est loin. Je veux finaliser le transfert. Rapidement. Le notaire hocha la tête. Habitué à ce genre d'affaires et disparitions, épouse informée, urgence suspecte, il tendit la main. On y est presque, chuchota TL à un agent immobilier à ses côtés. Je vends la maison, et je quitte enfin ce trou. Mes clients ont préparé la compte, confirma le jeune homme. Ils ont adoré le jardin.
Il ne manque que votre signature. Juliette rit doucement. Alors finissons-en. Mais à ce moment précis, la lourde porte de bois grinça. Une dissonance glaciale dans une pièce figée. Tous les regards se tournèrent. Luc Morel entra. Grand. Droit. Son uniforme terni par le temps. Dans sa main, un dossier. Sur son visage, aucun tremblement. Il balaya la pièce du regard et s'arrêta sur Juliette. Elle pâlit. Comme une statue de cire fondant sous la lumière crue de l'été. « Qu'est-ce que tu fais ici » balbutia-t-elle. « Tu pensais que je ne reviendrais pas ? Tu croyais que je te laisserais tout gérer, même tuer ma fille et voler ce qui lui appartenait ? Tu ne comprends pas, se défendit Juliette. Elle était rebelle. Un fardeau ? Le jeune agent immobilier tenta de se lever. Fuir. Trop tard. Deux hommes en civil bloquaient déjà la porte. Henri Marchand s'avança. Madame Lemoine, au nom du ministère de la Justice, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, tentative d'escroquerie successorale et mise en danger d'une mineure. Le masque de Juliette tomba enfin. Plus de maquillage, plus de vernis. Juste la panique nue. Et derrière elle, le dossier. Les preuves. Les enregistrements. La vérité. Luc se tourna vers le notaire, puis vers l'agent immobilier. Plus personne ne prendra un centime sur le dos de ma fille. Et pour la première fois, il sentit que les chaînes de l'impuissance venaient de se briser. Un subordonné de Luc, autrefois soldat sous ses ordres, entra d'un pas ferme dans la pièce et posa un dossier épais sur la table. Derrière lui, l'avocat Julien Delmas fit son apparition, flanqué de deux officiers du ministère de la Justice. L'atmosphère se tendit aussitôt, comme si l'air lui-même comprenait qu'un chapitre crucial allait se refermer. Luc ouvrit le dossier d'un geste mesuré. Chaque page tournée résonnait dans la pièce comme le bruit sec d'un marteau frappant l'enclume du destin. Il parlait peu, mais ses gestes étaient lourds de sens. Voici les images des caméras du Centre Nouvelle. Tu y étais, n'est-ce pas ? Demanda-t-il d'une voix grave, presque douloureuse. Juliette secoua la tête avec véhémence, comme pour repousser la réalité. Ce n'est pas vrai. Tu inventes. Luc poursuivit, implacable, sans hausser le ton mais avec une force inébranlable. Et ici ? Dit-il en tendant un autre document, on trouve l'acte de décès falsifié à mon nom. Utilisé pour transférer des propriétés. Et les échantillons de signature ? Ils correspondent exactement à ton ancien nom. Clarisse Delaunay. Tu as déjà oublié qui tu étais. À ces mots, Édouard Martel, représentant de la direction centrale de la police judiciaire, interrompit son mouvement. Il s'arrêta net, les yeux levés vers Juliette, dont les lèvres n'étaient plus maquillées, dénudées de toutes couleurs comme démasquées. Le notaire, lui, semblait bouleversé. Sa voix tremblait sous l'indignation. Vous avez utilisé de faux documents pour une transaction légale dans mon étude ? Juliette recula, les yeux affolés, se tournant vers la porte, prête à fuir. Mais les agents furent plus rapides. Ses poignets furent saisis, et le cliquetis métallique des menottes brisa le silence, aussi brutal qu'un éclair dans une nuit sans lune. Je voulais juste une vie meilleure. Je ne voulais faire de mal à personne. Cette fille, elle n'était pas à moi. Je n'en avais pas besoin, hurla-t-elle dans un mélange de colère, de panique et d'effondrement. Luc resta de marbre. Il n'eut ni mot ni geste. Seuls ses yeux, sombres et immobiles, suivaient les pas alourdis de celle qu'il avait autrefois aimée. Il ne pleura pas. Il ne vacilla pas. Mais dans son regard, un océan silencieux s'étendait, celui d'un père ayant survécu à la guerre pour retrouver sa fille abandonnée au cœur d'un autre combat, plus cruel, plus invisible. L'avocat Delmas hocha la tête avec une conviction ferme. Tout est prêt. Un mandat urgent sera émis pour te confier la garde temporaire. Et cette fois, crois-moi Luc, la loi sera du bon côté. Luc ne répondit pas. Il regardait un simple trombone tomber du dossier. Il se pencha, le ramassa, et caressa du bout des doigts son bord tranchant, comme si chaque entaille métallique reflétait les blessures invisibles de sa fille, celles que le monde avait ignorées. Dans le couloir, la vie suivait son cours. Des pas résonnaient, des citoyens allaient et venaient pour leur démarche. Une vieille dame assise sur un banc murmura à son petit-fils. « Tu vois, mon chéri. Les gens pensent pouvoir tromper tout le monde. Mais au bout du compte, le ciel n'est pas aveugle.
L'enfant hocha la tête, les yeux rivés sur Luc, droit dans son uniforme. « C'est un policier, mamie ?» Elle serra tendrement sa petite main et répondit. « Non, mon enfant. C'est un père. Un des rares qui reste, à une époque où l'on oublie trop souvent que les enfants ne sont pas des possessions. Parfois, pour préserver la lumière, il faut traverser les ténèbres les plus profondes de son âme. Mais un père, lorsqu'il peut encore tenir bon pour son enfant, il fait reculer l'obscurité. » Dans la lumière pâle et blafarde d'une nuit avancée, l'unité de soins intensifs de la clinique Santa Clara semblait suspendue dans un ailleurs. Les bruits du couloir et les pas précipités des médecins, le grincement des brancards, le bourdonnement des néons s'étaient comme évanouis. L'hôpital tout entier retenait son souffle, en silence, devant quelque chose de plus sacré qu'une urgence vitale, une résurrection. Dans la chambre 203, le silence était si dense qu'on pouvait entendre la respiration régulière de la jeune fille. Luc était là, assis au chevet de sa fille, tenant doucement sa main. Ses doigts étaient fins, marqués de cicatrices anciennes. Le bracelet en tissu blanc, trop large pour son poignet frêle, la rendait encore plus vulnérable, presque irréelle, noyée dans un océan de draps et de machines. Il n'y avait plus d'odeur de pourriture, ni celle de la peur, ni même la puanteur de cette nuit d'horreur. Seule flottait dans la pièce l'odeur froide de l'antiseptique, mêlée à une discrète fragrance de camomille provenant d'un vieux thermos posé sur la table de chevet. Luc avait connu les nuits sans fin aux frontières, les zones de tir croisés, les silences de mort dans les embuscades. Mais jamais il ne s'était senti aussi impuissant que maintenant, face à sa fille, brisée, endormie, égarée. Et puis, un miracle. Élise ouvrit lentement les yeux. Ses paupières semblaient peser des tonnes, comme si chaque battement devait repousser l'obscurité du passé. Elle fixa le plafond, puis tourna doucement la tête. Elle le vit. Ses yeux rencontrèrent ceux de Luc. Ses cheveux étaient striés d'argent, son visage fatigué, mais son regard portait encore la tendresse d'un père. « Papa » murmura-t-elle. Un seul mot, fragile comme un souffle, mais assez fort pour briser le mur du silence. Luc se pencha, bouleversé. « Je suis désolé. Je suis restée silencieuse trop longtemps. » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas tout de suite. Les mots d'un soldat étaient inutiles ici. Non, Élise. Tu n'as pas eu tort. Parfois, les enfants se taisent parce que les adultes oublient qu'eux aussi peuvent souffrir. Et moi, j'ai eu tort de ne pas être là quand tu avais le plus besoin de moi. Il l'embrassa sur le front, encore moite de sueur. À cet instant précis, sa plus grande peur n'était pas qu'elle meure, mais qu'elle le repousse. Mais Élise serra sa main, faiblement. Ce geste, aussi discret soit-il, était un pardon. Sans mots, mais entier. Le docteur Claire Valois entra avec un plateau contenant un bol de riz au lait tiède et un thermos. Une petite tache d'encre tachait sa blouse blanche, témoignage de journée trop longue. Mais dans ses yeux brillait une lumière douce, patiente, presque maternelle. Le riz est froid, dit-elle en posant le plateau, mais il peut encore réchauffer un cœur s'il est partagé. Elle tira une chaise, s'assit sans poser de questions, et observa simplement le père et la fille avec cette tendresse rare qu'on ne trouve que chez ceux qui ont eux-mêmes connu la douleur. Élise. Moi aussi j'ai été une enfant abandonnée. Élevée par une tante qui ne savait pas aimer. Elle ne me serrait jamais dans ses bras. Quand j'avais peur, elle sortait une cuillère en bois. J'ai grandi en pensant que j'étais laide, inutile, et que je méritais ce qu'on me faisait. Luc la fixa, surpris. Vous aussi, docteur ? Bien plus que tu ne l'imagines, répondit-elle doucement. Je ne le raconte pas pour qu'on me plaigne, mais parce que je veux que cette petite fille sache que beaucoup de gens survivent, non pas grâce à leur force, mais grâce à leur capacité à pardonner. Élise la regarda avec intensité. Vous avez pardonné à votre tante ? Longtemps, je l'ai haïe. Puis un jour, je me suis fatigué d'être en colère. Je lui ai pardonné. Pas pour elle, mais pour moi. Parce que moi, je méritais d'avoir la paix. Le silence retomba comme un drap sur la pièce. Dehors, le vent faisait frémir les branches, qui craquaient doucement contre la vitre. Luc prit la parole. Tu n'as pas à pardonner tout de suite, Élise. Personne ne peut y forcer. Mais si un jour tu trouves que la douleur est trop lourde, tu pourras la déposer, où tu veux, quand tu voudras. Les larmes d'Élise coulèrent, non pas de tristesse, mais de délivrance.
Je veux me souvenir du pain grillé qu'on mangeait ensemble, de quand tu m'as emmené en moto chez mamie. Je ne veux pas que les beaux souvenirs disparaissent à cause des mauvais. Claire sourit. Tu viens de commencer à guérir. Seuls ceux qui choisissent de garder la beauté dans un passé brisé peuvent avancer. La nuit s'écoula lentement, dans une paix douce. Après le riz, Claire laissa quelques feuilles de papier et de vieux crayons de couleur. Demain, dessine ta maison idéale. Une avec des fenêtres, des fleurs, et un endroit pour courir et embrasser ton papa, quand il pleut. Et puis, elle sortit. La lampe de nuit diffusait une lumière douce et apaisante. Luc resta près de sa fille, lui ôta sa veste pour la couvrir tendrement. Sous cette lumière tamisée, Élise s'endormit paisiblement. Ses paupières ne frémissaient plus, ses lèvres murmuraient des mots indistincts, comme si, enfin, ses rêves n'étaient plus habités par la peur. Il y a des enfants à qui la vie n'a jamais eu besoin d'enseigner la perte, ils la connaissent déjà, intimement. Pourtant, lorsqu'ils sont véritablement aimés, ce sont souvent eux qui nous apprennent à pardonner, avant même que les adultes ne s'en montrent capables. Dehors, le carillon suspendu à l'entrée fredonnait une mélodie discrète, semblable à des murmures d'arbres dans une forêt lointaine. Les premières brises de l'été se levaient sans encore apporter de chaleur. Sur la pente menant à une petite maison récemment repeinte en gris clair, nichée sous un vieux pin, l'air restait vif, presque nostalgique. Cette maison semblait appartenir à personne, et pourtant, elle donnait l'impression d'avoir toujours été là, patiemment, comme si elle attendait le retour de quelqu'un qui lui manquerait depuis longtemps. Luc Morel se tenait sous l'auvent, une tasse de café tiède entre les mains, observant le sentier de terre serpentant à travers les arbres. De là, il distinguait le champ où, des années auparavant, lui et ses frères d'armes avaient bâti un camp d'entraînement. Il se souvenait des seaux de ciment portés sous le soleil cruel de la saison sèche, des cris, de la poussière, du feu. Aujourd'hui, cet espace de douleur et d'effort n'était plus qu'un champ paisible recouvert de hautes herbes et de petites fleurs jaunes que les anciens appelaient fleurs de l'âme. Il n'était plus ce jeune soldat plein d'ardeur, mais il avait appris une vérité essentielle, après avoir traversé l'enfer, on ne retrouve le sens de la vie qu'en sachant semer à nouveau sur les cendres. À l'intérieur de la maison, Élise Morel était assise, silencieuse, près de la fenêtre. Elle n'avait ni téléphone en main ni écouteur aux oreilles. Sa chaise en bois fabriquée autrefois par Luc lui-même ne grinçait pas, posée avec soin là où la lumière du matin filtrait doucement, sans jamais être aveuglante. Un vieux livre reposait entre ses mains fines. Parfois, elle levait les yeux vers les pots de fleurs sauvages disposés sur le rebord. Elle ne demandait jamais leur nom. Elle les soignait, simplement, avec une délicatesse rare, celle des enfants qui ont traversé plus de douleurs qu'ils n'auraient dû. « Tu crois que ces fleurs ont besoin de quelque chose ?» demanda Luc en tirant doucement le rideau beige. « Elles ont besoin de vent », répondit-elle sans détourner le regard. Sans vent, les plantes n'apprennent pas à enraciner leurs racines. Luc esquissa un sourire silencieux. Une phrase simple, mais d'une sagesse profonde, qui lui rappela une autre enfant, des années plus tôt, qu'il avait croisée près de la frontière sud. Une petite fille dont le regard avait absorbé toute la guerre, toute la poussière, toute l'enfance volée. Il avait cru ne plus jamais revoir un tel regard. Et pourtant, dans cette maison, un regard semblable s'ancrant dans la lumière du soir l'observait chaque jour. Au crépuscule, alors qu'il essuyait la table de la cuisine, le bruit caractéristique d'une moto devant le portail brisa le calme. Luc n'eut pas besoin de se retourner, il savait que c'était Henri Marchand. La porte s'ouvrit, laissant entrer un homme aux cheveux poivre et sel, un grand sac en toile sur l'épaule, une vieille lampe de bureau dans l'autre main. Une lampe que Luc reconnaissait sans peine où elle venait tout droit de leur ancienne caserne. Henri marchait avec cette façon bien à lui, sans hâte, mais avec une détermination tranquille, chaque pas pesait comme un mot important. « Tu ne t'es toujours pas fait à la lenteur de la vie, hein ?» lança Luc avec un sourire. Henri s'essuya le front avant de répondre d'un rire discret, « Si on ne vit pas lentement, quand trouve-t-on le temps de repenser sa vie ?» Il posa le sac au sol et en sortit un gros dossier enveloppé de papier craft. Luc le prit entre ses mains comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Sur la couverture, on pouvait lire « Projet Maison Élise ». Les premières pages révélaient des plans de terrain, une liste de matériaux, des noms de bénévoles, et une demande officielle adressée à la mairie. « Tu veux que je le construise avec toi ?» demanda Luc, la voix presque inaudible. « Personne ne pourrait mieux le faire » répondit Henri. « Tu as survécu à la guerre là-bas. Et maintenant, tu survis ici, dans ta famille. Deux guerres différentes. Mais toutes deux exigent la même chose, quelqu'un qui reste debout. »
Luc referma le dossier sans un mot. Parfois, le silence est le plus profond des consentements. Ce soir-là, ils partagèrent leur premier dîner à trois dans la petite cuisine. Élise savait déjà cuire le riz pour qu'il ne colle pas, frire les œufs sans les brûler. Le repas était humble, riz blanc, tranches d'avocat, haricots noirs. Et pourtant, ce fut, pour tous, un festin. Le plus chaleureux après tant de couloirs glacés, de refuges impersonnels et de chambres d'hôpitaux. Pendant qu'Élise lavait les assiettes, Luc l'aidait à les essuyer. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes étaient précis, doux, presque tremblants, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile entre eux, quelque chose de nouveau, de précieux. Le lendemain, ils visitèrent ensemble l'ancien refuge. Cet endroit où, autrefois, arrivaient des enfants sans nom, sans papier, sans famille. Les murs étaient toujours aussi écaillés, les lumières vacillantes, mais les rires résonnaient encore. Des enfants jouaient, rêvaient, construisaient des châteaux de blocs multicolores et s'appelaient mutuellement « prince » ou « princesse ». Élise s'assit près d'une fille au sourire éclatant et aux longs cheveux bouclés, Isabella. Elle construisait une tour de blocs sur lesquels étaient inscrits des mots à la main, espoir, force, amour. Élise ne dit rien. Elle prit simplement le dernier bloc et le posa au sommet de la tour. Puis, elle murmura. « Je crois qu'on n'a pas besoin d'une couronne pour être une princesse. Il suffit juste de refuser de disparaître. » Isabella ouvrit de grands yeux, « Ma maman disait que pour être une princesse, quelqu'un devait t'appeler comme ça. » Élise sourit, « Non. Il faut d'abord que ce soit toi qui te le dises à toi-même. » Un petit garçon renversa la tour. Isabella cria, mais Élise, elle, resta calme. Elle ramassa les blocs, et sans un mot, recommença à les empiler. Luc les observait de loin. Henri, de son côté, installait la petite lampe au mur. Sa lumière chaude transforma la pièce, lui donnant des airs de foyer. « La lumière n'élimine pas toute l'obscurité, » murmura Henri, mais elle aide à ne plus avoir peur. Sur la table, le dossier Maison Élise était resté ouvert. Plusieurs annotations s'étaient ajoutées, griffonnées de la main de Luc. Un nouveau chapitre ne commence pas toujours par une déclaration. Parfois, il commence simplement par une action. Même minuscule. Et cela suffit à bâtir un foyer. Au tribunal civil de Saint-Louis-Delval, une fine couche de poussière s'était déposée sur les marches. Le vent des saisons sèches passées semblait encore flotter dans l'air. Les habitants, emmitouflés dans leurs pulls sombres, s'étaient rassemblés en silence. Tous observaient les portes du tribunal, partagées entre curiosité et respect. Il y a des jours où l'on entre dans un tribunal pour assister à l'application de la loi. Et puis, il y a des jours comme celui-ci, où l'on y entre pour voir la vérité surgir du silence. Dans la salle numéro 3, lumineuse mais froide, le bruit métallique de la serrure retentit. Les détenus furent introduits sous les regards figés de dizaines de personnes. Clarisse Delaunay, aussi connue sous le nom de Juliette Lemoine, fit son entrée. Elle portait une robe crème, les cheveux relevés avec soin, le maquillage parfait. Menottée, elle marchait pourtant avec assurance, comme si ce procès n'était qu'un obstacle passager qu'elle renverserait aisément. Luc s'assit au troisième rang, entre la docteure Claire Valois et l'avocat Julien Delmas. Il ne tourna pas les yeux vers Juliette. À ses côtés, Élise baissa la tête, ses bras serrés autour d'un petit coussin en peluche, les cheveux tombant comme un rideau sur son visage. Elle ne la regarda pas. Pas une seule fois. Le juge Ignacio Zamora, un homme grand et fin, à la voix calme mais ferme, frappa doucement de son maillet. L'audience reprend. Après 3 mois d'enquête et de collecte de preuves, la parole est donnée au ministère public. Maître Delmas se leva. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement un procès qui commença, mais une justice longtemps attendue. Une justice née du silence, nourrie de vérité, et portée par ceux qui, sans bruit, avaient su rester debout. Son visage restait d'un calme presque troublant, comme s'il avait gravé en lui chaque mot à dire. Il posa le volumineux dossier devant le juge, l'ouvrit lentement, avec la délicatesse d'un homme qui manipule une mémoire restée trop longtemps enfouie, une vérité longtemps bâillonnée. Membres honorables du tribunal, commença-t-il d'une voix posée, nous présentons aujourd'hui les preuves relatives à de graves violations de la loi commises par l'accusée, Clarisse Delaunay. Un silence solennel enveloppa la salle. Juliette, pourtant au centre de l'attention, esquissa un sourire presque moqueur, comme si elle s'apprêtait à assister à une représentation théâtrale sans conséquence. Premièrement, au sujet de la falsification de documents légaux,
voici la copie originale du certificat de décès établi au nom de Luc Morel. Ce document, utilisé à des fins légales par l'accusé, n'a jamais été signé par M. Morel lui-même. Une expertise graphologique le confirme. De plus, le personnel médical mentionné a formellement nié l'avoir signé ou même approuvé. Un murmure glacé parcourut les bancs du fond. Deuxièmement, le compte bancaire partagé par le couple a été vidé 3 jours après la présentation de ce faux document devant la cour. Les relevés de la Banque du Sud montrent un transfert de près de 800 000 € vers un compte situé à Annecy, ouvert sous un faux nom. La photo rattachée au dossier bancaire est celle de l'accusé. Le juge se tourna brièvement vers l'avocat de la défense. Le jeune homme baissa à peine les yeux, incapable de formuler la moindre objection. Troisièmement, concernant les sévices infligés à une mineure, voici le rapport médical de l'hospitalisation d'Élise Morel à l'hôpital Saint-Clair. Elle présentait des ecchymoses autour des poignets, des signes évidents de malnutrition prolongée, ainsi que de lourds traumatismes psychologiques. Comme en témoigne le docteur Claire Valois. La médecin se leva lentement, les yeux embués, la voix brisée par l'émotion. Je n'ai jamais vu une enfant qui ne pleure pas quand elle souffre. Élise ne pleurait pas. Elle me regardait et murmurait, « Docteur, est-ce que je dois sourire ?» Du côté de la défense, Juliette éclata d'un rire sec et hautain. Cette gamine sait parfaitement jouer la comédie. Tout comme sa mère. Delma ne réagit pas. Il se contenta de poser un autre dossier, plus mince, sur la table. Concernant maintenant l'identité de l'accusée. Sous le nom de Sophie Lemoine, elle a fait l'objet de 2 enquêtes pour maltraitance psychologique sur enfants adoptés à la Durance. À Durango, elle se faisait appeler Hélène Perrin, épouse d'un médecin mystérieusement disparu en 2014. Juliette serra le bord de son siège. Ses yeux luisaient de colère contenue. Mais elle resta silencieuse. Le juge hocha la tête, donnant son autorisation pour la suite. Delma fit un pas en arrière. Sa voix se fit plus douce, presque solennelle. Pour clore cette séquence de preuves, nous appelons un témoin particulier. Une porte s'ouvrit à l'arrière. Des pas légers résonnèrent sur le sol en mosaïque. Une adolescente mince, d'environ 14 ans, entra. Ses cheveux sombres et emmêlés encadraient un visage d'une gravité douloureusement mature. Elle portait un pull brun trop grand pour elle. Ses yeux portaient le poids d'un passé trop lourd pour leur jeunesse. Voici Marion Rivière. Adoptée par l'accusé, elle a vécu avec elle moins de 2 semaines avant d'être abandonnée à la gare routière d'Aguascalientes. Marion se posta devant la barre. Aucune note. Sa voix était basse, mais chaque mot portait la force de la vérité. Elle m'obligeait à nettoyer la maison, ne me laissait pas dormir dans un lit, ni appeler le refuge. Quand je posais des questions, elle disait, « Si tu n'obéis pas, je te vends aux États-Unis. » Comme les autres. Et ensuite, demanda Delma doucement. Elle m'a laissé seule à la gare. J'avais un papier sur moi avec écrit, « Non apte à l'adoption ». J'ai dormi là 2 nuits. Dans la salle, Élise tremblait légèrement. Ses yeux étaient humides. Juliette bondit de sa chaise. Mensonge. Sale gamine. Vous inventez tous. Le juge frappa 3 fois de son maillet. Encore une interruption et vous serez expulsé sur le champ. Un silence absolu s'imposa. Delma referma doucement le dossier. Nous ne cherchons pas la vengeance, conclut-il. Nous cherchons simplement à ce que justice soit faite, avec des yeux clairs. Le juge se tourna vers le jury. Une femme s'essuya une larme. Un homme âgé hocha la tête, comme rappelé à des souvenirs qu'il croyait oubliés. 15 minutes plus tard, le verdict tomba. Ce tribunal déclare Clarisse Delaunay coupable de falsification de documents, maltraitance sur mineurs, fraude financière et violation de la loi nationale sur l'adoption. L'accusé est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de réduction de peine, et avec interdiction permanente de tout contact avec des mineurs. Juliette s'effondra sur sa chaise, son maquillage coulant comme une confession silencieuse. Luc ne bougea pas. Ce ne fut que lorsqu'Élise murmura. « Papa, je veux partir » qu'il serra sa main et acquiesça. À l'extérieur, une pluie fine commença à tomber. Une pluie discrète, sans colère ni tonnerre. Une pluie qui semblait elle aussi comprendre que certaines vérités n'ont pas besoin d'éclat. Une seule goutte, au moment juste, suffit parfois à apaiser une âme. Le ciel de Saint-Clair-sur-Lac se teinta d'un bleu pâle et tendre. Pas éblouissant. Pas triste.
juste assez lumineux pour souligner les vieux toits de tuiles rouges. Au sommet, des moineaux chantaient, comme s'ils voulaient eux aussi participer à ce matin particulier. Derrière le centre communautaire, les hibiscus violets fleurissaient par grappes étincelantes. Une vieille dame ramassait une feuille tombée sur le chemin de pierre. Elle n'avait pas été appelée, mais les passants s'inclinaient légèrement en la croisant, par réflexe. Comme dans ces villages où le temps ralentit et où la bonté n'est pas un mot oublié. À l'intérieur, les bancs de bois étaient pleins depuis l'aube. Aucun flash, aucun drapeau, aucune mise en scène. Seulement des murs blancs, du bois clair, quelques pots d'orchidées près des fenêtres. Assez pour faire d'un lieu de justice un lieu d'humanité. Julien Delmas était assis au premier rang, tirant distraitement sur le col usé de sa chemise. Henri Marchand réglait le micro. Claire Valois, la docteure, se tenait droite à côté de Madame Madeleine, l'ancienne voisine de Luc, témoin discret mais fidèle de leur histoire depuis le premier jour. On ne racontait pas cette histoire à voix haute. Mais tout le monde la connaissait. La dernière porte s'ouvrit. Luc entra, une main posée sur l'épaule d'Élise. Elle n'était plus la même. Ses cheveux étaient coiffés. Ses yeux ne fuyaient plus. Elle portait une robe blanche simple, sans fioriture, avec une fleur jaune cousue sur la poitrine, le symbole de la fondation Élise, enfance et espoir. Quand elle monta sur l'estrade, le silence se fit total. Aucun signe. Aucun ordre. Juste un souffle suspendu. Elle ne chercha pas son père. Ne demanda pas de soutien. Sa voix s'éleva, claire, posée, comme venue d'une version d'elle plus grande, plus forte. Il y a 3 mois, je pensais que si je ne pleurais pas, il ne me frapperait pas. Que si je ne disais rien, ma belle-mère oublierait que j'existe. Que ce n'était peut-être pas si grave. Elle marqua une pause. Personne ne bougea. J'ai vécu comme ça pendant des jours. Jusqu'à ce qu'on me jette dans une benne à ordures. Il n'y avait ni voix, ni lumière. Juste l'odeur. Et le bourdonnement des mouches. Là, j'ai cru que plus personne ne viendrait. Elle inspira longuement. Mais mon père est venu. Sans indice, sans carte. Il a entendu ma voix. Et aujourd'hui je suis ici. Parce que son amour a été plus fort que le silence en moi. Au fond de la salle, une femme serra un mouchoir dans ses mains. D'autres baissèrent la tête. Ils ne connaissaient pas tout ce qu'avait vécu Élise. Mais chacun, un jour, avait marché dans l'ombre sans oser crier. Élise referma la feuille, regarda l'assemblée. Si quelqu'un m'écoute et s'est déjà senti invisible, je veux lui dire, tu n'es invisible que si tu oublies que tu mérites d'être vu. Quelqu'un t'attend pour t'aimer. Comme mon père m'a aimé. Silence. Puis un enfant s'approcha. Tremblant. Il lui tendit une marguerite blanche. Personne ne savait qui il était. Mais son sourire disait qu'il avait compris. Claire s'avança, prit Élise dans ses bras. Elle ne dit rien. Juste une main sur l'épaule. Luc, de loin, ne la quittait pas des yeux. Il ne pleura pas. Il en avait vu d'autres. Mais ce jour-là, son cœur était lourd. Non du passé. Mais de quelque chose de nouveau, un bonheur silencieux, profond, comme une fleur sur une blessure cicatrisée. Ma fille a grandi, murmura-t-il. Et toi aussi, Luc, répondit Henri en lui tapant l'épaule. Tu n'es plus un soldat. Tu es un père. Un père sans armure, sans armes, qui a gagné la bataille la plus dure, aimé, envers et contre tout. Aujourd'hui, sur le toit du centre communautaire transformé en jardin, entre les tomates et les citronniers, Élise 14 ans, presque aussi grande que son père, enseigne l'art aux enfants nouveaux venus. Certains jours elle peint avec eux. D'autres, elle écoute simplement. Un jour, un petit garçon lui montra un dessin tout gris. Ma maman pleure chaque nuit, dit-il. Élise ne dit rien. Mais elle resta là. Présente. Visible. Et parfois, c'est tout ce dont un enfant a besoin. Elle répondit avec une douceur presque imperceptible, comme une brise du soir glissant entre les feuillages. Si tu continues à dessiner, c'est que tu continues à exister. Henri, bien qu'il se soit officiellement retiré, revenait inlassablement chaque semaine au centre. Il n'était plus un intervenant, ni un professionnel en service, mais un homme au cœur immense, portant avec lui un thermos de café chaud et quelques douceurs emballées dans un torchon à carreaux. Il s'asseyait sous l'arbre principal du jardin, à l'ombre tranquille, parmi d'autres hommes des pères, eux aussi,
dont les enfants suivaient une thérapie dans ce lieu de répit et de reconstruction. Ils parlaient peu. Leurs mots étaient rares, pesés, parfois même absents. Mais leur seule présence suffisait à poser un baume sur l'air ambiant, comme si le simple fait d'être là, immobile, silencieux, prouvait quelque chose d'essentiel, je suis avec toi, même sans savoir comment. Un jour, un jeune père aux yeux cernés et au regard fuyant s'était approché d'Henri, les mains tremblantes d'incertitude. Il lui avait demandé à mi-voix, presque honteux de son ignorance. « Je ne sais pas par où commencer avec mon fils. » Henri avait levé les yeux vers le ciel d'un bleu pâle, puis il avait répondu d'un ton paisible. « Ne lui apprends pas avec des mots. Apprends-lui par la manière dont tu le regardes. » Luc, quant à lui, avait choisi de vivre à l'écart, dans une maisonnette modeste nichée près de la rivière. Chaque jour, il cultivait des piments, soignait ses poules et écrivait, inlassablement, des lettres à Élise. Même s'ils partageaient désormais le même toit, il préférait lui écrire. Non pour évoquer de grandes vérités, mais pour lui offrir des fragments de tendresse, de souvenirs, de silence habité. Aujourd'hui, le ciel était clair et le vent léger, écrivait-il. Je me suis souvenu de toi, à 5 ans, penché sur le perron, à construire un petit monde avec des pierres. Je garde encore ton écharpe de ce premier hiver, celle au bord râpé, celle que tu avais oubliée sur la clôture. C'était sa façon à lui de parler, entre les lignes, sans bruit, avec la constance d'un cœur qui ne s'est aimé qu'en restant humble. Un après-midi, Julien revint au centre pour une visite surprise. Il était devenu entre-temps conseiller juridique pour une grande entreprise internationale. Son costume impeccable et sa mallette noire détonnaient dans le paysage familier du centre. Mais en s'approchant de la porte, il s'arrêta net. Un mot était collé là, griffonné par une main enfantine. « Si quelqu'un t'abandonne, cherche celui qui t'attend. » Julien resta silencieux. Il ôta lentement ses lunettes, les nettoya avec soin, comme si ce simple geste pouvait essuyer les poussières du passé. Il se souvint alors que parfois, la bonté ne naît pas dans les grands discours ou les décisions des tribunaux, mais dans une porte entr'ouverte, dans un regard sincère, ou dans une étreinte offerte sans condition. Au moment du coucher du soleil, Luc se tenait sur le perron. La lumière orangée caressait ses joues marquées, révélant les sillons que les années, les douleurs et les combats intérieurs y avaient dessinés. À ses côtés, Élise lui tendit un album fait à la main. Sur la couverture, une photo, elle et lui, le tout premier jour au centre. Elle murmura avec une force tranquille. « Papa, tu m'as sauvé d'une décharge. Aujourd'hui, c'est moi qui veux t'aider à replanter ton jardin. » Luc sourit, le cœur gonflé d'émotion. « Mon jardin. » souffla-t-il. À cet instant précis, une brise légère emporta quelques feuilles sèches du toit. Et le monde, comme suspendu, sembla s'arrêter un court instant, comme pour rendre hommage à cette complicité retrouvée. Il existe des amours silencieux, profonds, qui ne crient jamais leur nom. Des amours qui ne s'annoncent pas par de grandes déclarations, mais qui poussent lentement, s'étendent, s'ancrent et guérissent. Comme une plante qui, après des saisons de sécheresse, se remet doucement à fleurir. Parce qu'elle se souvient, dans ses racines les plus profondes, qu'elle a déjà connu la lumière. En écoutant cette histoire, peut-être que quelque chose en vous se réveille. Un nœud dans la gorge, une larme au coin de l'œil, une vieille mémoire qui frappe à la porte du cœur. Car peu importe notre âge, notre passé ou nos blessures, nous comprenons tous cette vérité simple. Aucune obscurité ne dure éternellement. Tant que brille, même faiblement, une lumière au fond du cœur humain, il y a de l'espoir. Élise, cette petite fille qu'on avait jetée comme un objet inutile, n'a pas choisi de se relever pour se venger. Elle s'est relevée pour vivre. Et vivre avec encore plus de bonté, de résilience, de lumière. Quant à son père, Luc, ancien soldat endurci par les conflits, ce n'est pas avec des armes qu'il a gagné son plus grand combat. C'est avec l'amour, silencieux, patient, persistant. Un amour qui n'exige rien, qui ne s'impose pas, mais qui transforme. Dans cette vie, ceux qui causent du tort finiront toujours, tôt ou tard, par payer le prix de leurs actes. Mais ceux qui marchent dans la bonté, même en silence, même sans reconnaissance, seront un jour récompensés. Pas toujours par des trophées, ni par des applaudissements. Mais par une main serrée avec confiance. Un « merci » sincère venu du fond du cœur. Ou simplement, une étreinte d'un être aimé. Et toi, lecteur ou lectrice, qu'as-tu pensé du chemin d'Élise et de son père? As-tu déjà vécu ou été témoin d'un moment qui t'a véritablement guéri de l'intérieur? Si tu veux,
Partage ton expérience dans les commentaires. Ce sont souvent ces histoires, presque invisibles, qui changent profondément les autres. Et avant que tu partes, j'aimerais te poser une question, toute simple. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui pèse dans ton cœur, s'il y a une douleur que tu n'as jamais osé exprimer, souviens-toi. Quelque part, quelqu'un est prêt à t'écouter. Tu n'es pas seul. Merci d'avoir été là, jusqu'au bout de cette histoire.